Bienvenue, mesdames, messieurs. Mardi 2 octobre, soit il y a quelques heures, le très attendu procès dit procès Korogoné, du nom du porte-parole de l'initiative de Niki, aura livré son verdict. 12 mois de prison ferme et 3 millions d'amendes non plus pour les charges directes ayant motivé son arrestation, incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injure avec motivation raciste, mais surtout pour la diffusion. Le dossier, tant dans la forme que dans le fond, aura laissé et le public et la défense sur leur faim, criant tous à l'acharnement et à l'arbitraire. Et pourtant, les dispositions de l'article 752 de la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin sont sans équivoque. Quiconque aura poussé à la discrimination et aux faits associés est puni de 1 an d'emprisonnement ferme et de 5 millions de francs CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines. En quoi y a-t-il alors à se mettre mental en tête par rapport à l'issue du procès? 100% Bénin, ce numéro-ci pour vous replonger, mesdames, messieurs, dans les coulisses du procès et avec un point d'honneur quant au verdict et ses possibles implications. Le débat, ce sera autour du thème condamnation de Korogoné, la juste sentence ou une parodie de justice. Le regard d'un témoin du procès et d'un avocat de la défense. À ma droite, maître Paul Katoatita, avocat au barreau du Bénin. Il fait partie du collège d'avocats ayant assuré la défense de l'accusé Sabissira Korogoné. Maître Paul Katoatita, bonjour. Bonjour. Merci de la disponibilité. Merci de m'avoir invité. Le moral, quel est-il après un procès aussi tonitruant? On a toujours le moral. Toujours le moral. En face de lui, comme je l'annonçais, un témoin oculaire du procès, Calvin Robert Doutetien, est son nom, activiste, et fait partie de ceux ayant suivi de bout en bout le procès, eux qui se réclament désormais des porte-étendards d'une jeunesse qui rêve d'un Bénin plus uni, plus épanoui, mais aussi qui s'est fait passer pour solidaire de la cause des sans-voix. Calvin Robert Doutetien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. C'est quoi le moral après un procès comme celui-là? Le moral est au niveau. Au niveau. 12 mois d'emprisonnement ferme, c'est le verdict, c'est de notoriété publique. Mais en plus, 3 millions d'amende. Maître Paul Katoatita, à l'issue de ce procès, on vous a entendu lâcher une boutade qu'on oubliera de sitôt. Ce procès, dites-vous, l'un des plus cauchemardesques de votre parcours auquel vous auriez eu à participer. Et c'est quoi ce ressentiment? Disons que j'aurais pu ne pas prendre part à ce procès, mais face à la sollicitation des proches de l'intéressé, si je m'abstenais, je pourrais ne pas être compris. Donc je me suis présenté au tribunal hier avec ma conviction qu'il ne fallait pas attendre grand-chose. Ah bon? À l'issue de ce qui va se passer. Vous savez, quand on a une certaine expérience, on peut analyser la psychologie d'une procédure, la psychologie d'un procès avant même d'avoir abordé le dossier devant le juge. C'est vrai. 21e au inscrit au barreau du Bénin, maître Paul Katoatita, sur plus de 200 avocats. C'est une expérience certaine, maître Paul Katoatita. Alors, et vous aviez eu des ressentiments? Non, le procès ne pouvait pas donner autre chose que ce que nous avons vécu hier. Mais il avait un préalable qu'il fallait clarifier. J'ai tenu à ça personnellement. Et c'était quoi le préalable? Pour des questions de responsabilité professionnelle, c'était de savoir quel juge doit pouvoir juger Korogoné. Pourquoi? C'était pour moi très important. Vous savez, les faits matériellement se sont produits à Niki. Niki, par attachement, se trouve dans le périmètre du tribunal de première instance de Kandi. Au regard de la loi béninoise du Code de procédure pénale, la première condition pour juger Korogoné, donc, c'est à Niki. Mais puisque Korogoné ne s'est pas retrouvé à Niki,
le jour de son arrestation, s'est retrouvé à Godomé. La loi béninoise dit que c'est là le lieu d'arrestation. C'est là qu'il a été arrêté à Godomé. Et Godomé est rattaché au tribunal de première instance de Calavi. C'est ça. Nous n'avons aucun rattachement entre Korogoné et la ville de Cotonou. Donc il fallait clarifier ça. Lorsque nous nous sommes trouvés hier devant le juge de première instance de Cotonou, il fallait lui faire comprendre pourquoi nous sommes devant vous. Pourquoi nous ne sommes pas à Kandi, pourquoi nous ne sommes pas à Calavi. Notre lieu, là où on devait se trouver, c'était soit à Kandi, soit à Calavi. Donc il y avait ce préalable qu'il fallait donc clarifier. Et ce préalable était déterminant pour moi. Parce que si le juge me donnait raison, dans le sens qu'il fallait renvoyer Korogoné à Niki ou à Calavi, je pourrais vraiment sortir heureux et fier. Ça n'a pas été fait, mais non sans argument de la part du juge. Non, je plus. pourrais sortir heureux et fier. Donc, c'était un préalable stratégique pour moi et pour la défense en général. Qui n'a pas prospéré. Mais si le juge dit je suis en mesure de le juger, là, je ne me suis donc pas trompé de ce que pouvait être l'issue du procès. Mais je dis une fois encore, le juge n'a pas manqué d'arguments. Je viens d'arriver là. Et donc, face à tout ce qui a été nos arguments développés, tout ça, le parquet a estimé qu'il ne poursuivait pas pour les faits de Niki, mais poursuivait pour la diffusion sur les réseaux sociaux des propos tenus à Niki. Donc nous sommes passés d'une prévention à une autre. Et malheureusement pour nous, c'est ce glissement-là que le juge a suivi et a maintenu sa compétence. Ce glissement ne motivait-il pas aussi une certaine comparution à Niki ou à Ce Godomé? glissement n'empêchait pas Korogoné de comparaître à Niki ou à Calavi, puisque si c'est les réseaux sociaux ont été aussi publiés sur l'ensemble du territoire national, sinon dans le monde entier. À Calavi, les gens ont lu. À Niki, les gens ont lu. À Niki, non seulement les faits se sont produits, mais il a localement que les gens ont lu les réseaux sociaux. À Calavi, il a que les faits ne sont pas produits à Calavi, mais il a que les gens ont lu les réseaux sociaux. Et que c'est là que l'intéressé a été arrêté. Mais à Cotonou, il n'a que son transfèrement ici, avec la lecture que tout le monde en a fait. Alors, nous avons expliqué tout ça, nous nous sommes battus, ça il faut dire, nous nous sommes sérieusement battus pendant des heures. Mais c'est déjà quand même intéressant qu'il nous ait laissé assez de temps pour nous exprimer. Nous nous sommes exprimés, battus, mais nous n'avons pas été compris. Et puisque notre rôle... Quel était le petit élément qui a fait la différence pour que le juge reste... Les réseaux sociaux, la diffusion par les réseaux sociaux. Et ça a été lu à Cotonou, par des gens. Mais nous disons ça a été aussi lu à Calavi, ça a été lu à Godomé, ça a été lu à Kandi, à Niki, partout. Alors, donc, à partir de cet instant, pour ce qui me concerne, il ne fallait plus attendre grand-chose de la suite. Et pour vous, le verre était tiré. Le procès pour moi était terminé à ce niveau-là. Je suis parti. Comme je le constate sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi je suis parti. Il a des commentaires malveillants. Mais je dis que d'expérience, il ne fallait plus rien attendre de ça. Et le verdict ne m'a pas trompé non plus. Il fallait rien attendre de ça. Parole de l'homme de droit, de la tienne. Vous êtes resté jusqu'à la fin, soutenant celui que beaucoup d'entre vous appelaient désormais leader. Vous réclamez aussi leader, accompagnant un mouvement de jeunes. Quel a été le moral à l'issue de ce procès? Merci, monsieur le journaliste. C'est la tristesse. Et je pense tout simplement que je voulais dire à mes camarades jeunes que fini maintenant la tristesse.
Je voudrais d'abord remercier ces milliers de jeunes qui ont fait le déplacement du tribunal de première instance de Cotonou hier pour soutenir le camarade Koro Goni. Monsieur le journaliste, je crois, j'ai vu que Koro Goni lançait un message fort, un message à l'unité nationale. Ce que les dirigeants et la justice n'ont pas voulu suivre. Est-ce que vous ne faites pas un peu dans du fuite en avant, parlant de message national à l'unité, et lorsque l'homme réclame une certaine absence au niveau de sa zone de provenance, le Nord Bénin, pensant que le chef est beaucoup plus dans le sud, vous pensez que ça c'est un message à l'unité nationale? Je suis désolé. Hier, dans cette salle, il y avait plus de jeunes du sud aux jeunes du nord. Ce que Koro Goni disait seulement, c'est qu'il disait au chef de l'État, au premier des Béninois, au père de la nation, d'écouter sa jeunesse et d'unifier sa jeunesse, de réunir sa jeunesse, de nous parler, de nous expliquer comment se passe la gouvernance sous M. Patrice Talon. C'est tout ce que Koro Goni demandait. Koro Goni demandait la bonne gestion, une gestion équitable des affaires du pays. C'est tout ce que le camarade demandait. Je pense que tout ce qu'on a introduit, révolte, incitation à la révolte, incitation à la haine, incitation à la rébellion, je pense que le camarade n'était pas du tout dans cette illusion. Et hier, au procès, l'homme a pu se faire comprendre par les juges pour qu'on assiste à ce verdict-là? Non, l'homme... Il a eu l'occasion de s'exprimer, pourquoi il ne s'est pas exprimé? Il s'est exprimé. Il a répété les mêmes choses. Il a dit au juge, nous avons faim. Et quand les enfants ont faim, ils réclament le manger à leur père. Et c'est ce qu'il est allé faire à Niki avec ses camarades jeunes. Il est allé demander seulement au président de la République de nous donner le pain et la paix. C'est tout ce que Koro Goni réclamait à travers l'initiative de Niki. Et d'ailleurs, vous allez constater, quand les camarades ont organisé l'initiative de Niki, mais ça a pris dans tout le pays. Il y a eu l'initiative de Abou Mekalavi, de Ouida, de Cotonou, d'Akpakpa. Et il y a bien d'autres qui s'organisent encore. Est-ce que ça ne ressemble pas à un mouvement ou à des mouvements sécessionnistes? Non, monsieur le journaliste. Non. Nos dirigeants sont en train de se tromper sur ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est rien d'autre que la jeunesse a faim, la jeunesse n'a plus d'emploi, la jeunesse se sent opprimée, la jeunesse se sent délaissée, et nous demandons au chef de l'État de nous écouter, de nous appeler à la table de négociation pour qu'on discute maintenant. Discuter avec vous? Bien sûr. Tous ceux-là qui sont en face du chef et qui sont aussi vos porte-voix, ce n'est pas suffisant pour écouter la jeunesse? Non. C'est ça, ceux qui sont en face du chef, ce n'est pas les vrais jeunes. Les vrais jeunes, c'est nous. Qui nous appelle et il va nous écouter. Qui nous appelle et nous dirons les souffrances, ce que nous vivons. C'est ça ce que nous voulons du chef de l'État. Et c'est le message fort du camarade Koro Goni et de ses compères de Niki. En tout cas, ce que la justice aura beaucoup plus retenu de cette sortie, vous l'avez suivi, c'est plutôt ces appels qui frisent plutôt des appels à ce qu'on appelle l'allumage de la flamme du régionalisme qui a été combattu pendant des années. Vu l'issue de ce verdict, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous jeunes de revoir carrément votre copie et d'oublier ces initiatives qui pleuvent de part et d'autre? Monsieur le journaliste, c'est ce qu'on tente de mettre sur la tête du camarade Koro Goni et de la jeunesse, ce n'est pas bien. Non. Il n'y a pas de régional dans ce qu'on est en train de faire. Vous continuez de le marteler? Oui. Il n'y a pas de régionalisme. Ce que le camarade demandait seulement, c'est que ça devait commencer quelque part. Et ça a commencé par Niki. S'il n'y avait pas eu Niki, ça aurait pu commencer. Et effectivement, ça aurait pu commencer ailleurs. Seulement que c'est parce que les camarades du Nord ont vu juste que, bon, il faut commencer quelque chose. Peut-être ça ne prenait pas.
Et ça a pris à Niki, ça a pris dans le sud. On dit au lieu de laisser ces initiatives, ça voudrait dire que le chef d'État n'est même pas encore prêt à nous écouter. Par rapport au dossier, Maître Paul Kato-Atita, vous êtes retiré, le verdict est tombé, vous ne vous êtes pas trompé, mais beaucoup comptaient sur vous par rapport à ce dossier. C'est un pari perdu et définitivement alors? Je vais vous dire quelque chose. Et, si Korogoné avait été jugé par le tribunal de première instance de Calavi ou par le tribunal de première instance de Kandi, quel que soit le verdict, je sortirais de la salle la joie au cœur. Comment ça? Quel que soit le verdict? La joie au cœur. Et à supposer que le verdict soit un peu sur à quoi on a assisté. Même le même verdict, je sortirais la joie au cœur. Ah bon? Parce que votre tristesse vient alors d'où? Parce que je serais heureux de savoir qu'il a été jugé par son juge. Par son juge. Par son juge. C'est quoi la nuance? Et que dans ses pleins pouvoirs, il lui a appliqué la loi. Parce que ce qu'il faudrait savoir, nous aussi, nous sommes des praticiens, nous connaissons la loi au même titre que les juges. Et nous savons ce que peut être la responsabilité aussi pénale de quelqu'un, même si c'est notre client. Et seulement que sous la foi du serment et des obligations professionnelles, des choses que nous ne pouvons pas dire et révéler. Et donc, l'avocat est toujours soulagé lorsque celui qui le défend assiste dans une procédure pénale. Lorsqu'il a été jugé par son juge, dans les formes normales, et que la sentence apparaît, quelle que soit la sentence, il est satisfait. Parce qu'il mesure si c'est une sentence sévère ou une sentence à minima, l'avocat le sait. Même s'il ne le dit pas, il le sait. Et cette sentence, vous la qualifiez de comment? Peu importe ici le degré de sentence, mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes convaincus que Korogoné aurait dû être jugé à Calavi ou à Niki. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que tout juge a un pouvoir d'appréciation sur la peine. Vous voyez les peines qui sont édictées dans la loi, peine d'emprisonnement ferme 1 an ou 5 millions d'amendes. Rien n'excluait que si Korogoné était jugé à Calavi ou à Niki, le juge pénal de ces tribunaux, tout en retenant sa responsabilité pénale, pouvait le condamner uniquement à une peine d'amende. Rien n'interdisait ça. Rien n'interdisait que s'il était jugé à Kandi ou à Bomé-Calavi, le juge pénal de ces juridictions pouvait, au lieu de 12 mois ferme, le condamner à 12 mois à sortir de sursis intégralement et à 5 millions d'amendes, ou à 3 millions d'amendes, ou à 2 d'amendes. Alors, l'avocat qui se trouve dans ce cas comme le nôtre se dit toujours, mais si j'avais été jugé par mon juge, est-ce que ces nuances dans l'appréciation, je n'en aurais pas bénéficié? Est-ce que je n'ai pas été privé de ce pouvoir d'appréciation, des aspects positifs, de ce pouvoir d'appréciation que la loi offre à mon client de pouvoir en bénéficier? Est-ce que quelque part, quelque chose ne m'a pas échappé? Mais, et c'est cela. Et je n'ai pas manqué de le dire hier dans la salle d'audience, qu'il n'a aucun intérêt particulier à juger ce dossier à Cotonou. Il a mieux pour que chacun de nous soit à l'aise, que Korogoné soit renvoyé devant son juge naturel. Bon, tel n'a pas été le cas. C'est arrivé, et pour une décision comme celle-là et l'instance devant laquelle la plaidoirie a dû présenter le dossier, vous avez encore une autre possibilité où par rapport à ce dossier, les carottes sont cuites et on attend l'appurement de la peine, purement et simplement. Il faut faire appel de la décision. Il faut se retrouver devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. C'est un délai, c'est une question de temps. Tout le temps que ça mettra.
la durée. Korogoré aurait peut-être fini de purger sa peine, ou aurait peut-être atteint la moitié de sa peine. Et si vous prenez le cas de Cotonou et Calavi, si Calavi était reconnu comme juridiction compétente par la Cour d'appel, Calavi relève toujours de la Cour d'appel de Cotonou. Quelque part, le peuple de Korogoré va toujours rester. Donc vous désespérez finalement. Il va toujours rester. Parce que il aurait passé déjà un bon moment de détention. Alors, comme je le dis, rien n'excluait que s'il était parti à zéro devant le juge de Calavi ou devant le juge de Kandi, sa responsabilité pénale aurait pu être retenue si c'était telle la conviction du juge. Mais dans la sanction peut ne pas être la même. Il pouvait être condamné uniquement à une peine d'amende. Donc depuis hier, il serait libre chez lui. Il pouvait être condamné, même sur la peine d'enfermement, à une peine d'enfermement assortie de sursis, et serait chez lui. Chaque juge est libre dans l'appréciation. C'est là où se pose le problème, en fait, de Korogoré. Du côté de la défense. La défense, aujourd'hui, a échoué sur le terrain de la compétence territoriale. Tout avocat aura dans son esprit, mais est-ce que s'il était à Calavi, est-ce qu'il n'aurait pas bénéficié de ceci? Est-ce qu'il n'aurait pas bénéficié de la peine la plus douce, l'amende, si elle était? Robert Doutetien, il est question de se projeter désormais dans l'avenir. Le capitaine est décapité. La suite du combat désormais, on entrevoit comment? Je demanderai seulement, je dis seulement aux camarades que la lutte continue. N'allons pas nous décourager. L'avocat explique que là, il faudra faire appel. Oui. Faire appel, Korogoré se verra en train de purger peut-être la moitié de la peine, peut-être toute la peine, avant qu'une décision ne puisse intervenir. À quoi bon courir encore après ce dossier? Est-ce qu'il n'est pas temps plutôt de rengainer et de passer à autre chose? Non, on ne va pas rengainer. On ne va pas rengainer parce que hier, quand le juge a donné sa sentence, j'ai d'abord entonné l'hymne national. J'ai demandé aux camarades de le faire pour encourager notre camarade. Et quand l'hymne national retentit dans la salle, je me suis rapproché du camarade Korogoré. Et il m'a dit, camarade, courage, la lutte continue. C'est un message fort. Quelle lutte? La lutte continue, la lutte pour l'unification des fils et filles du pays. C'est vous qui allez unifier les fils et filles du pays? Bien, on demande seulement au chef de l'État de nous écouter et d'unifier maintenant, une fois maintenant. Le combat qui se mène avec cette jeunesse qu'on voit criant à tue-tête, initiative de ceci, cela, est-ce que vous ne vous trompez vraiment pas de combat? Est-ce vraiment votre combat? C'est parce que c'est bien sûr notre combat. C'est parce que nous avons déjà frappé presque à toutes les portes à son niveau, à céder à lui-même pour lui dire que sa jeunesse ne le reconnaît plus. Nous ne le reconnaissons plus parce que ce n'est pas ce que M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, nous avait dit. Il était la chance, il était le bonheur de la jeunesse, il était l'espoir de la jeunesse. Mais quand M. Patrice Talon est venu au pouvoir, nous ne nous reconnaissons plus dans la gestion. Nous ne nous voyons plus dans cette gestion. Et c'est pour cela que nous nous sommes rapprochés vers pour dire, mais, Monsieur le Président, qui nous écoute, qui nous reçoit, qu'on discute avec lui, du père au fils. Mais tous ces voies de recours ont échoué. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Il faut maintenant qu'on prenne l'opinion publique internationale à témoin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de crier, nous sommes en train de pleurer. Pourquoi le chef d'État n'en puisse nous écouter? Ce n'est pas des révoltes. Ce n'est pas d'insignation à la reine et à la révolte. Ce n'est pas le régionalisme qu'on est en train de prôner. Mais nous sommes en train de pleurer. Et demandons au chef de l'État, une fois encore, de nous écouter, d'écouter nos mamans, d'écouter nos frères qui ont perdu leurs emplois. On a plein de camarades, on a plein de frères qui courent plus sous la misère. Actuellement? Actuellement. Mais les bonnes dames qui ont été cassées, vous n'avez pas vu à Cotonou? Les histoires de faux médicaments. Vous n'avez pas vu à Cotonou?
Ces beaux dames qui ont été cassées, est-ce qu'on a pu les reloger maintenant? Non. Est-ce que le projet qu'on prônait, on disait, bon, on va réhabiliter les choses, on va faire des magasins, des trucs. Est-ce que ça a été fait, les hangars ont été construits? Non. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est les jardins. On a fait, on nous demande d'aller dans les jardins. Qu'est-ce qu'on a fait dans les jardins? En tout cas, à ce procès, il y en a qui se réclamaient membres de l'initiative de Niki, qui ont effectué le déplacement. C'est vrai, ils n'étaient pas majoritaires. Quelques-uns ont bien voulu donner de la voix. Nous allons, avec la complicité de la régie, chers invités, écouter une voix parmi tant d'autres et ensuite nous allons revenir sur ce plateau. La régie. C'est la confiscation de la démocratie et de la justice béninoise par le pouvoir en place. Nous ne sommes pas d'accord. Et puis la jeunesse de Niki, la jeunesse du Nord, la jeunesse de tout le Bénin, nous allons nous mettre ensemble pour voir comment nous allons répondre, pas par la violence, mais toujours par la démocratie. Oui, ça a été une brève intervention, mais le résumé, Maître Paul Katoatita, ces jeunes pensent qu'ils ont assisté à une confiscation de la justice. Vous, homme de droit, quand vous entendez la jeunesse s'exprimer en ces thèmes, vous pensez qu'elle fait la juste lecture d'un procès comme celui-là? Je pense que je l'avais dit hier, dans mes plaidoiries, mes observations là-bas, qu'il fallait que nous évitions de donner l'occasion à ceux qui pensent ce genre de choses. Je l'ai dit, martelé et répété. Il faut qu'on évite de donner l'occasion à ceux qui pensent ce genre de choses. C'est nous-mêmes qui leur donnons l'occasion. Et c'est nous-mêmes qui leur donnons l'occasion de penser ça. Sinon, hier, après près de 4 heures du temps, ça je le dis, nous avons eu le temps de parler, de développer ce dossier. On aurait dû être retourné à Calavi ou à Niki. Et si tel avait été le cas, ces genres de propos ne seraient pas tenus. Ces genres de réserves ne seraient pas tenus. Je l'ai dit, je me suis permis hier de le dire à l'audience publique. Si nous voulons vraiment que ces genres de propos ne se tiennent pas, il ne faut pas que nous-mêmes nous offrons l'occasion aux gens de nous critiquer, de penser que nous nous attroupons pour faire du cinéma devant eux. Non, en évitant certaines choses. J'ai dit, il a des juges à Calavi, il a des juges à Kandi. Envoyons-leur le dossier. Le droit, c'est une science. Les faits sont là. D'autres juges, ils sont là-bas, ils sont formés pour ça. Ils vont analyser, ils vont expliquer, ils vont appliquer la loi, ils vont condamner si les faits sont établis. Alors la justice est loin du justiciable. Est-ce que le justiciable, en ayant ce regard, ne manifeste pas une insatisfaction un peu trop poussée? Nous-mêmes, nous leur donnons l'occasion. Oui, tous ces gens-là, parmi eux, il y a des étudiants en droit. Ils ont des parents qui font le droit. Ils ont des enseignants de droit qui disent quand un fait produit à Niki, c'est Kandi. Quand un fait produit à Calavi, Godomé, c'est Calavi. Quand un fait produit chez moi, à Honvier, à Diara, là-bas, c'est pas trop. Ils connaissent les notions élémentaires de l'organisation judiciaire. Ces notions élémentaires sont en difficulté. Oui, ils constatent le contraire sur la place. Ils font des déductions, ils font des analyses comme ça. C'est nous-mêmes. Laissons les choses faire. Là, vous apparaissez désormais comme un avocat conseil, et quand ces jeunes disent ils vont prendre leurs responsabilités légalement, qu'est-ce que vous avez à leur conseiller? Moi, je dis tout simplement, dans mon coin, là où je suis, humblement, moi, si je n'ai pas de conseil à donner. Vous n'avez pas de conseil à donner. Je ne suis qu'un simple citoyen. Ouais. Et le simple citoyen observe ces événements. Et avec tout le respect pour nos gouvernants, dans mon coin où je suis, c'est de leur dire tout simplement, leur suggérer d'inviter ces jeunes-là et de les écouter et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour dégeler autant que cela se peut les situations qui sont à la base de ça. Bon, parce qu'il ne servirait à rien de les ignorer, d'ignorer ce qu'ils font. D'ignorer ce qu'ils font, de les pourchasser pêle-mêle par la police, les faire arrêter. Ils développent une contagion presque dans tout le pays. Et ils sont majoritaires, ces jeunes. Ils développent, ils véhiculent
des messages qui ne peuvent qu'avoir d'adhérents parmi la jeunesse. Pour éviter ça, c'est une situation qu'on peut gérer, mais par une démarche pédagogique, régler les problèmes qu'il faut de façon pédagogique en tenant compte de la réalité du milieu. Qu'est-ce qui empêchait les Korogonais, ces gens de Niki, de partout au Calabi, je ne sais d'où, qui se développent, les inviter sans les menacer et qu'on leur demande, mais quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont présenter leurs doléances. On leur dira, voilà ce que nous pouvons. Voilà les moyens de l'État. Voici ce que ça se suite. Et on calme le jeu, le père de famille. Robert Doutétien, oui, le moment est venu sans nul doute pour se voir, échanger. Mais est-ce que l'idéal ne serait pas, parlant surtout du dialogue, de taper une fois encore à la porte du ministre en charge de la jeunesse, qui peut être le couloir idéal pour vous permettre de mieux vous faire entendre? Oui, monsieur le journaliste, je pense que ce dossier dépasse le ministre de la Jeunesse. Et je voudrais bien croire que le chef de l'État, le premier magistrat, le président Patrice Talon, n'est pas impliqué et ne se reconnaît même pas dans ce qui est arrivé à notre camarade. Pour ce, je voudrais l'inviter personnellement à user de tous ses pouvoirs pour la libération immédiate de notre camarade et appeler sa jeunesse, appeler et aux assises de la jeunesse pour unir les fils et filles de ce pays parce qu'on en a besoin maintenant. Vous insistez tellement sur l'unisson, il y a quoi au Bénin pour qu'on insiste sur cet appel d'unir les fils d'un même pays? On en fait un peu trop, non? Monsieur le journaliste, il y a une crise dans le pays. Au Bénin actuellement? Actuellement, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Et peut-être que, je dis souvent quelque chose, M. Patrice Talon connaît les politiciens. Il connaît les hommes politiques qui l'entourent. Il connaît presque tous les politiciens. Mais le chef de l'État ne connaît pas sa jeunesse. Il y a une crise. Et la jeunesse, c'est une bombe à retardement. Quand la jeunesse commence par ruminer, c'est une bombe à retardement. Et c'est ce que le président Boni Yahi, dans son message hier, tentait de dire. Il faudrait que le président Patrice Talon nous appelle. Au lieu de nous pourchasser, quand nous organisons les initiatives, de nous pourchasser, de nous arrêter par la police républicaine, de nous mettre au violon. Au contraire, ces chasses à l'homme nous donnent encore plus d'espoir, nous donnent encore plus de confiance. On se dit, là, ce que nous faisons, ça dérange le pouvoir. Ça empêche notre papa de dormir. Et comme notre papa ne veut pas nous donner à manger, nous allons lui empêcher de dormir. C'est tout ce que nous faisons. Non, il faut être discipliné, il ne faut pas empêcher le papa de dormir. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs voies ce n'est pas aller tempêter devant sa maison. Mais tant que nous sommes en train d'organiser nos initiatives et de lui dire, monsieur le président, ça ne va pas. Votre jeunesse a besoin de vous, les femmes ont besoin de vous, les vieux ont besoin de vous. Ce que vous avez promis, vous n'êtes pas en train de faire. Nous tendons déjà à la fin du mandat. Vous nous avez dit d'attendre 2 ans et que le repas sera cuit d'ici peu. Depuis près de... Voilà, des 2 ans sont passés. C'était à Parakou, vous avez lancé un appel, vous avez dit que le repas est sous le feu et qu'il faut ajouter les ingrédients pour que le mets soit bien succulent. Mais là, on est là, le repas n'est toujours pas prêt. Moi, je me demande même des fois si c'est des cailloux, des caillasses qu'on a mis sur le feu. Maintenant que le repas n'est pas prêt, qu'on nous appelle, qu'on discute encore avec nous, qu'on nous dise maintenant, ok, les jeunes, voilà, le repas n'est pas prêt, attendez-moi encore, je vous donne encore un délai, le repas sera prêt d'ici peu, parce que tout compte fait, on doit manger. Et tout ce que nous réclamons, c'est le manger. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans ouvrir une petite fenêtre, à moins que vous ayez un petit point à ajouter par rapport à ce dossier, le dossier Korogoné appelle dans les tout prochains jours. Comment faut-il concevoir l'avenir par rapport à ce dossier? Ce que je peux dire, c'est que le dossier Korogoné est un dossier profond. Profond. Il l'a dit, vous l'avez entendu, les doléances. Et il serait souhaitable que les pouvoirs publics prennent ça d'une manière pédagogique, d'une manière apaisée, au lieu de se lancer dans une chasse à ces jeunes.
ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut les apaiser, les écouter, les aider dans la mesure du possible à trouver des solutions à leurs petits problèmes. Mais si ces démarches-là ne sont pas prises, on pense toujours que c'est des gens qui sont derrière, des gens qui sont ceci, tout ça. Ces jeunes-là vont nous échapper, nous tous, un jour. Ils vont nous mettre tous devant un fait accompli un jour. Ça, il faut tirer leçon du passé. Hein. Et il faut tirer leçon de ce qui se passe ailleurs. Imaginez-vous ces jeunes-là, qu'ils aillent s'entendre quelque part, à 3 000, 4 000, 1 000, se jettent dans une rue. Quel que soit le bataillon d'armée que vous allez mettre devant, ne peut pas tirer sur eux. Celui qui va tirer va se retrouver devant la CPI. Et ils auraient créé ainsi, mis le pouvoir devant le fait accompli. Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient pousser à cela? Mais les gens, il faut voir comment ils s'organisent d'une manière bizarre, de région en région. Et malgré les pressions, ils ne baissent pas les bras. Il faut écouter le vocabulaire. Il faut écouter la détermination. Paul Katoatita, cette émission tire à sa fin, mais il y a un dossier qui vous interpelle aussi. Récemment, on vous a entendu vous prononcer sur la création de la CRIET. C'était l'expert qui a parlé. Il y a le garde des Sceaux qui a fait une sortie apportant un peu son éclairage sur la mission régalienne de la CRIET. Après l'avoir écouté, j'imagine que vous êtes davantage édifié. Écoutez, je ne vais pas faire de la polémique. J'ai dit la dernière fois, je ne vais pas varier. Ah, vous ne pas varier. Une juridiction d'exception répond à une doctrine pénale. Et cette doctrine pénale est bien connue. Bien connue. Et je n'ai pas de doute sur ça. Une juridiction d'exception est une doctrine bien connue au pénal, bien connue. Maintenant, le reste, c'est le gouverneur qui crée ça, ce n'est pas moi. C'est eux qui savent pourquoi ils ont créé la juridiction d'exception. Je dis, le Bénin en a connu, hein. Ce n'est pas la première fois. En 1962-63, pour à titre de rappel, le premier tribunal d'exception, première juridiction d'exception, a jugé feu le président Romari Bey ici, sous le régime Maga, en 62-63. Lorsqu'on a dit ici que Romari Bey fait paix à son âme, le président Romari Bey est allé voir un charlatan du Mono pour lui demander de se transformer en banc, et de venir ici à Cotonou empoisonner le repas du président Maga, ici. Et il a été arrêté. On l'a convoqué exprès d'Abomey de chez lui à Cotonou. On l'a posé un guet-apens en quelque sorte. Sachant qu'on ne peut pas aller l'arrêter à Abomey, on l'a fait venir à Cotonou, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a jeté prison civile de Porto-Nouveau tout le temps là. Omar Bey s'en est rappelé tout le temps. Mais cette cour-là a duré combien de temps? Maga a été contraint de le libérer sous la pression populaire ici à la Bourse du Travail en 1963. Et a fait encore de lui son interlocuteur contre les trucs des travailleurs et des syndicalistes. C'est la juridiction qu'on a connue. On connaît leur objectif. En 1967, ici, les jeunes cadres militaires en ont créé. Feu général Mathieu Kérékou, après président de la République, a été plusieurs fois président de cette juridiction d'exception, en 1967 sur les jeunes cadres. Les JO sont là, il faut lire pour voir la composition de cette juridiction. La révolution 1992, l'Assemblée nationale révolutionnaire a été transformée momentanément en tant que juridiction d'exception. C'est ça qui a condamné beaucoup de nos compatriotes à mort ici dans ce pays. La Cour de sûreté de l'État, la Cour de criminalité d'exception. Tout ça est passé. Et aujourd'hui, c'est la CRIET. Mais ça répond toujours à une doctrine qui n'est pas propre au Bénin. Ça, je l'ai toujours dit. C'est une doctrine dans tous les pays universels. Hein. On n'étudie pas pour rien. On n'étudie pas rien. Hein. Vous lisez les auteurs de la littérature en matière pénale, en droit pénal, dans ses origines, tout ça, vous voyez. Ça ne sert que ce rôle. Partout, la juridiction d'exception, c'est ça. C'est pour réprimer. C'est une pression, la répression. Il n'y a pas autre chose que ça. Voilà. L'avenir judiciaire avec les instruments mis sur pied en principe pour aider le Bénin à mieux se repositionner. L'homme de droit pense que l'avenir n'est non plus rassurant de ce côté-là. Bien sûr.
L'avenir n'est pas rassurant. Et je pense aussi la même chose que le don du droit. Ces juridictions qui sont créées, c'est juste pour la répression, pour la traque des opposants. C'est tout. C'est tout ce que nous pensons de ça. Le garde des Sceaux l'a expliqué, les crimes économiques sont imprescriptibles. Non, les explications de garde des Sceaux hier ne m'ont même pas rassuré. Ces explications ne m'ont même pas rassuré. Ça ne m'a même pas rassuré. On n'a pas besoin de ça au Bénin. C'est pas encore ça le problème. Notre problème, c'est ailleurs. Qu'on s'asseye et qu'on discute. La création des juridictions de gauche à droite, c'est pas le problème. Mais qui seront présentés devant cette juridiction? Vous n'avez pas encore vu ça? C'est les opposants. Hein? C'est les opposants, c'est ceux qui parlent. Non, il y a eu déjà 20 dossiers discutés. On n'a pas vu d'opposants. Quand on parle de ces 20 dossiers que le procureur lui-même a présentés, il y a après des noms qui ont été cités. Mais on ne peut pas oublier ce qui a été préalablement évoqué et fait déjà. Mais quels sont les 20 dossiers? Moi, je n'ai pas connaissance de ces 20 dossiers. Qui les connaît? Bon, il faut aller les parcourir, voir. Mais Maître Paul Kato Atita, quand on fait les choix qui sont ceux aujourd'hui du Bénin, est-ce que après la conférence de 90, il y a vraiment urgence que les Béninois s'asseyent une fois encore pour repenser le Bénin? On a eu assez d'instruments. Ces appels incessants, quant à une assise encore, est-ce que ça s'explique vraiment? Nous n'avons pas besoin, malheureusement, que la situation actuelle fait penser à ça et fait chose. Sinon, nous n'en avons pas besoin. Il suffisait tout simplement de bien gérer cette conférence nationale, les acquis de cette conférence nationale. Donc ce sont les acquis qui ne sont pas bien gérés. Pas bien gérés. Tout s'arrête là. Et bon, je me permets de le dire. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, avec tout le respect qu'il faut à l'endroit du chef de l'État, soit ici, qu'il ne fera pas de miracle. Notre pays n'est pas riche. Notre pays n'a pas de ressources. Ce n'est que des impôts, les taxes. Donc il ne fera pas de miracle. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait de miracle. Il ne faut pas non plus qu'on attende de lui de miracle. Mais le problème, c'est que le peu qu'il y a, que ça soit bien géré. Mais surtout, ça je l'ai toujours dit, je l'ai dit soit en français, que ce soit en fond, que ce soit en goût, mais les langues nationales que je parle. Son programme de réforme, c'est ça qui va lui créer des problèmes. Il ne rencontrera aucun problème sur son chemin si ça ne vient pas de son programme de réforme. Sinon, il va gérer le pays comme tous ses prédécesseurs, avec les moyens de l'état du bord, dans le calme, et s'en aller dans le calme, en paix, comme tous les autres. Mais la réforme, là, je dis, on ne peut pas réformer un pays qui a 60 ans d'âge, qui a près de 60 ans d'âge, comme un pays nouvellement naissant, qui n'a jamais, qui vient d'avoir une indépendance et qu'on veut bâtir, qui n'a aucun texte avant, qui n'a aucune loi avant, qui n'a aucune structure avant, qui n'a aucun organogramme avant, qui n'a rien du tout avant. Mais ça, c'est perturber l'organisation. C'est perturber l'architecture existante. Et dans ce travail-là, il ne peut avoir que ce que nous constatons, ces réactions populaires. Et je crois les faits ne me trompent pas. Les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison. S'il n'avait pas inclus cette réforme-là dans son action, de cette manière-là, il aurait géré le pays en paix et allait finir son mandat en paix. Ce n'est rien que ça. Parce que ça commence à 100 ans, 1960. Les Béninois ont connu l'administration. Tout est bouleversé. Robert, et ça crée des problèmes. Alors, le cap désormais doit être mis à quel niveau? Ça va être en même temps votre mot de la fin. Oui, je voudrais d'abord, une fois encore, féliciter les jeunes. Vous remercier pour nous avoir invités sur ce plateau et dire à la jeunesse que nous n'allons pas perdre le courage. Nous allons toujours continuer par réclamer du père de la nation. Président Talon, d'abord, la libération du camarade Korogoné et les assises de la jeunesse. C'est tout ce que nous lui demandons. Si nous ne l'avons pas,
nous allons continuer. Merci à vous, Robert Doutetien. Oui, Katouatita, 15 secondes. Il faut espérer que la paix revienne, le calme revienne, que ce pays, nous préservons des dérapages graves qui vont nuire à la stabilité légendaire qui est la nôtre. Merci à vous, Maître Paul Katouatita, Robert Doutetien, merci. Mesdames, Messieurs, ce fut un énorme plaisir de vous avoir tenu compagnie, 100% Bénin. C'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. Cette citation l'un des plus grands dramaturges et écrivains anglais, William Shakespeare, la grandeur vraie n'est pas de s'agiter sans cause majeure, c'est de trouver dans un fétu un noble motif de laquelle l'honneur reste l'enjeu majeur. Merci pour l'attention.